bonsoir à toutes et à tous. Et merci pour votre présence et merci à la Fondation et son équipe. Et puis bien sûr, merci à toi Anne d'avoir accepté cette invitation. Antonia vient de le dire, tu es assez familière de la Fondation, donc il y avait évidemment une logique, une évidence parfaite à t'avoir avec nous ce soir. Mais je dois dire que je suis particulièrement heureuse de cet échange aussi pour une autre raison, qui est que en fait, depuis que j'ai la chance d'animer les entretiens voilà, à la Fondation, on a finalement assez peu souvent eu l'occasion d'aborder des questions sonores, des questions d'écoute, et puis tous les enjeux voilà, politiques, économiques, esthétiques qui y sont attachés. Donc voilà, je suis aussi ravie de pouvoir entamer un peu cette réflexion avec toi. Voilà. C'est dit. Donc ton travail, donc je fais une petite introduction, voilà, comme toujours, mais voilà, ton travail, donc qu'il s'agisse de vidéos ou d'installations, se construit en fait systématiquement autour de pièces sonores, c'est vraiment le cœur de ton travail. On va y revenir évidemment. Certaines pièces sont élaborées à partir d'un montage de voix que tu recueilles lors d'enquêtes ou que tu peux enregistrer à partir de maquettes ou de textes que tu prépares en amont. D'autres ne sont construites que sur ta propre présence vocale et parfois des musiques viennent rythmer l'ensemble. Mais c'est vrai que voilà, les pièces sonores constituent toujours le cœur des expositions, des installations et de ton travail en général. J'aimerais insister sur un autre élément en guise d'introduction, c'est aussi sur le fait que pour moi ton œuvre s'articule vraiment autour de questions très précises et très fines d'écriture poétique. Il y a bien sûr cette facilité avec laquelle tu sembles sauter d'un registre à l'autre, comme dans le hit que constitue la pornoplante, on y reviendra tout à l'heure, qui est aussi entre un truc assez contemplatif et des passages beaucoup plus cash, ou bien dans la vidéo le climat de l'écriture où l'on passe de la colère au réconfort par exemple. Et puis ton travail est marqué par cette conscience, qui n'est d'ailleurs pas dénuée de gravité, que finalement la voix est une chose très ambivalente, car elle peut être à la fois un outil au service du capitalisme, un objet d'aliénation. Après tout, tu as été enquêtrice téléphonique, donc voilà, peut-être tu nous en parleras tout à l'heure, mais tu en sais quelque chose. Mais la voix peut, à l'inverse, être aussi un formidable levier d'émancipation, et c'est vrai que cette ambivalence, elle habite tout ton travail, qui est vraiment constitué d'un mélange de poésie, de pornographie et de critique sociale assez unique. Enfin, pornographie, voilà. On reviendra sûrement sur ce terme aussi. Donc ces 15 dernières années, tu as navigué entre ta voix, celle d'anonymes, celle de communautés de parlants, parlantes, comme tu les appelles, pour construire ton œuvre. Il me semble que la présentation de ton travail crée aussi des communautés d'écoutants et d'écoutantes. On pourrait peut-être en discuter et revenir sur ces situations de réception et d'écoute qui sont singulières. De même que voilà, sur ton processus de travail, entre le temps solitaire de l'atelier et des moments qui sont plus collectifs d'enregistrement, de production, de collecte et aussi de partage. Donc il y a beaucoup à dire sur tous ces processus. Tu as été extrêmement généreuse dans la mise à disposition de documents de travail, donc je t'en remercie chaleureusement. Et puis on va commencer, mais tu m'avais fait cette proposition de commencer l'échange autour d'une figure qui est métaphorique et qui est celle de la bouche. Alors ce matin même, sur ma boîte mail, j'ai reçu des vœux d'une artiste que j'avais jamais rencontrée, que je connais pas du tout, mais qui me souhaitait gentiment, ainsi qu'à la très longue liste de contacts anonymes, une année à la fois réjouissante et mordante. Voilà, donc je trouvais ça... Je me suis dit que c'était très approprié de commencer cet entretien sur l'importance de la bouche, mais aussi de commencer l'année autour de ça. Voilà, donc bonne année à vous toutes et tous. Donc sans plus tarder, on va commencer avec... cette figure, une bouche, et peut-être s'intéresser à une pièce récente que tu as montrée l'été dernier sur la péniche La Pop et qui s'intitulait donc Racine Pistil. Comme souvent, donc c'est un projet qui est la continuation d'autres projets. On y retrouve donc on pourrait dire un personnage ou une créature qui existe dans ton œuvre depuis déjà quelques années, qui est la pornoplante. Donc voilà, je voulais simplement peut-être pour commencer déjà te laisser parler et puis est-ce que tu peux nous parler très simplement généralement de ce projet et ensuite on va rentrer un peu plus dans le détail des choses. Allô. Alors, merci beaucoup. Merci Gilles et la Fondation RICA pour cette invitation. Je suis contente d'être là et merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Et
Alors voilà, donc le projet à la Pop, qui est donc la Pop, c'est une péniche dans le 19e arrondissement et qui est tenue par Olivier Michel et toute son équipe. Et Olivier Michel, c'est quelqu'un qui s'intéresse à des questions sonores et qui programme aussi beaucoup de performances. Et une fois par année, Olivier invite un ou une artiste sonore à présenter un projet spécifique dans la pop. Et l'année passée, c'était moi. Et, euh, et Olivier est venu vers moi avec donc ce désir de porno-plante. Il avait écouté la pièce. Et il m'avait dit par contre, Anne, voilà, nous on accueille beaucoup de personnes mineures et la pornoplante est classée comme érotique et en tout cas est interdite aux moins de 18 ans. Et voilà, moi je me suis dit que c'était intéressant de proposer ce travail-là dans un lieu qui n'a pas tous les moyens peut-être de l'accueillir, enfin de réfléchir à, à comment mettre en place ces moyens-là. Et ce qui s'est passé, c'est que peut-être dans d'autres institutions, j'aurais pensé à des boîtes insonorisantes ou quoi, pour présenter la pornoplainte d'un côté et une œuvre traduite pour des mineurs de la pornoplante. Et sauf que là, l'exposition durait un mois seulement et qu'il n'y avait pas le budget. Alors j'ai réfléchi autrement, je suis allée à l'atelier. Et j'avais en tête cette pièce de Laurie Anderson qui est donc The Infant Table. Et je commençais à réfléchir à comment faire passer du son dans les os. Moi, je ne l'avais jamais fait. Et bon, je sors du matériel, puisque j'ai un peu de matériel à force des expositions. Et en fait, à croquer un peu dans tout ce que j'ai dans l'atelier et à le mettre en contact avec ce speaker bien spécifique et à voir si j'arrive à entendre, si j'arrive pas à entendre. Et je l'ai fait de manière un peu naturelle, cette morsure sonore. Et c'est là-dessus, en fait, que j'ai commencé à travailler, en fait, sur comment inviter les spectatrices à mordre pour entendre et à à proposer en fait un protocole autour de cette morsure sonore, quoi. Alors peut-être juste pour préciser, si certaines personnes ne connaissent pas la pornoplante, c'est une pièce sonore en plusieurs chapitres qui est construite autour de la voix d'un personnage qui est cette plante, qui en fait raconte sa croissance. Et en termes de lexique, disons, ça croise, on pourrait dire, un lexique biologique, enfin vraiment quelque chose de l'ordre du naturalisme avec les organes de la plante et puis des choses qui sont très sexualisées. Ouais. Enfin, elle pousse vers le soleil et c'est très explicite en fait. Ouais. Donc voilà, la morsure sonore, ça permet, alors peut-être on peut regarder des images, mais donc ça permet d'écouter collectivement sans que personne n'entende rien avec ses oreilles. Donc qui ne mord pas n'entend pas en fait. C'est ça, ouais. Qui ne mord pas n'entend pas. Et c'est assez, ça m'a posé plein de questions, ce travail-là, parce que j'avais jamais, comme la pièce sonore a un caractère érotique plus parfois, il a fallu peut-être demander aux médiatrices de prévenir les spectatrices avant la morsure du caractère de la pièce, puisqu'en fait, comme je fais passer le son, donc comment ça marche? Donc il y a un système qui va être en fait repris par une tige en acier, donc c'est vraiment le son qui est dans l'acier, et ensuite qui va, grâce à la morsure, monter dans les dents et après aller dans l'oreille interne. Et donc il y a quelque chose d'un peu magique, mais aussi qui engage des questions de protocole. Par exemple, pour des pièces comme ça, moi je parle d'écoute consentie, dans le sens où les spectatrices qui mordent doivent savoir à quoi qu'est-ce qu'elles ingèrent. Elles s'exposent en fait. Ouais. Quand tu dis écoute consentie, on voit bien évidemment à quoi tu fais référence aussi, des débats contemporains sur la question du consentement, mais je me posais la question de savoir si pour toi cette question de confiance en fait qu'il faut aussi créer avec les spectatrices,
Enfin, elle est pour moi liée au dispositif, mais aussi au contenu. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment les deux. C'est-à-dire que c'est pas rien en fait d'écouter en mordant. Enfin, du coup, c'est très intrusif comme dispositif, et c'est redoublé par les contenus qui peuvent être. Mm, mm. Enfin, Ouais, c'est vrai. Et bah, cette question du confiance est vraiment intrinsèque à ce travail. Et ça m'a beaucoup posé de questions dans le sens où euh, quand on mord pas l'acier lui-même, je donne donc les médiatrices sont invitées à amener les spectatrices devant un bouquet de bâtons et les spectatrices prennent un bâton et viennent enficher le bâton sur les tiges de la sculpture et ensuite vont mordre le bâton. Donc c'est le bâton qu'on mord pour des questions d'hygiène et donc il a fallu en fait que moi je me renseigne sur la toxicité des bois, c'est-à-dire que de ne pas empoisonner les gens. Et donc, par exemple, je me suis intéressée sur les fourchettes qu'on achète pour les salades ou les choses comme ça. C'est du bambou. Ou j'ai appelé aussi des associations qui justement, en fait, peuvent m'aider sur, par exemple, le saule. C'est aussi un bois où on peut le mettre en contact avec la bouche. Et donc, comme ça, j'ai commencé à établir une sorte de lexique des bois possibles et non possibles pour la bouche. Et souvent, quand même, j'étais un peu là au début, à la pop, pour voir en fait aussi comment ça se passait, et aussi parce que j'ai lancé des invitations et j'étais un peu à chaque fois peut-être un peu surprise que les gens acceptent finalement de mordre dans un bâton où ils connaissent pas l'origine de ce bâton, si je l'ai ramassé dans la rue il y a 2 mètres, ou si c'est plus propre ou si c'est moins propre ou quoi, et on n'est pas chez un médecin, donc il n'y a pas en fait ce certificat là, cette authenticité et même cette autorité du bâton. Je sais pas si on peut dire ça. j'avais pas pensé au petit bâton du médecin, mais oui, évidemment, c'est connecté aussi à des pratiques médicales en fait. Ouais, bah de mesure, parce qu'au Mm. début, ça je le savais pas, mais c'est à force de faire des recherches, en fait, c'est des médecins italiens au XVIe et XVIIe siècle qui ont mis au point ce processus. Et normalement, c'est pour déterminer le taux de surdité d'une personne. Donc les médecins, il y a une personne sourde venait, et donc Capivacci, qui est donc la troisième photo qu'on voit en partant de la gauche, c'est le médecin qui a le plus travaillé ça. Et donc Capivacci, il proposait à sa patientèle de placer dans ses dents une tige en acier, et cette tige en acier ensuite était accrochée à une cithare, et donc le médecin jouait de la cithare. Ça, c'est assez beau aussi que le médecin joue de la cithare Ouais, pour c'est beau. et donc, si la personne entendait finalement via les dents, c'était qu'il était sourd de l'oreille externe. Et s'il n'entendait pas, c'était qu'il était sourd aussi de l'oreille interne. Donc, tu as fait des recherches très techniques, mais aussi ouais, sur l'histoire médicale en fait. Alors, tu parlais tout à l'heure de. Bah, ça, c'est le même dispositif dont tu parlais, c'est-à-dire cette idée de la conduction du son par une tige métallique qui permet de faire ces tests. Et l'image de droite. Ça, c'est Rhodes qui faisait ça. Donc, c'était des sortes de, on dirait un peu la forme d'une télé qu'on mord. Et parce que bon, bah, le son, c'est quelque chose qui se diffuse dans l'air, c'est des ondes. Et donc, ça voulait dire que donc l'onde frappe cette espèce de panneau et vient ensuite monter jusqu'aux dents. Je suis pas sûre que ça... Enfin, je l'ai jamais testé, donc je sais pas si ça marche ou pas. Voilà. Mais tu l'as interprété Voilà. dans un dessin. Voilà. Crispy Wi-Fi. Je me demandais si du coup tu as passé du temps dans la péniche. Est-ce que tu as eu des réactions, enfin, est-ce que tu as eu l'occasion d'observer différents types de réactions de la part du public par rapport à ce dispositif, ou c'était généralement en fait Moi, j'essaie vraiment... ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de... Ouais. Même de gêne, je sais pas, enfin j'ai jamais écouté par les os de mes mâchoires, donc je sais pas ce que ça provoque, mais... Et bah, il s'est passé un peu la même chose qu'avec Capivacci, c'est-à-dire qu'il y a eu donc des personnes avec qui qui ont ce qu'on peut appeler une bonne conduction osseuse, et donc du coup la pièce sonore passe très bien, et d'autres qui ont une conduction osseuse avec laquelle il faut en fait
qu'il faut accompagner pour le coup. Et là, donc il y avait tout un protocole où, par exemple, à la place du bâton, il y avait des portes-cigarettes parce que l'acier, qui était en acier, parce que l'acier porte mieux le son que le bois. Et s'il y avait encore une difficulté, il y avait des bouchons d'oreille parce que c'est vrai que on entend et par la bouche et par l'oreille. Donc si on bouge déjà l'oreille, on n'entend plus que par la bouche. Donc en fermant un canal, on entend mieux, et etc., etc. Donc il y avait comme ça des protocoles qui étaient mis en place pour faire en sorte que celles et ceux qui ont une conduction osseuse qui a à travailler puissent en fait avoir accès à la pièce, quoi qu'il arrive en fait. Il y a un autre élément aussi qui fait que finalement tout le monde avait accès à la pièce, c'est que on a vu tout à l'heure des images d'enfants écouter la pièce. En fait, il y avait aussi une version pour les enfants, c'est-à-dire que tu as fait une version de la pornoplante qui s'appelle Le Petit Brin de Blé, non ? Ouais, que j'ai écouté, qui est très mignonne. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comment tu as procédé en fait pour traduire en fait Le Petit Brin de Blé. Ouais. Est-ce que c'est une traduction ou est-ce que c'est plutôt une nouvelle pièce dans le même esprit ? Enfin, comment tu as travaillé pour l'écrire ? Ben, je crois qu'en fait, j'ai travaillé comme je fais d'habitude, c'est-à-dire un peu dans l'urgence, dans le sens où quand j'écris, c'est quelque chose un peu de... Je fais une première version, je fais comme ça, j'enregistre, et c'est souvent, je suis un peu déçue. Et du coup, je laisse allumer l'enregistreur, et puis petit à petit, en fait, je commence à écrire via l'enregistreur, en fait, je suis sur mon lit, et je fais une cabane avec ma couette. Et là, c'est parti. Enfin, je dois faire des pauses un peu pour respirer parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et donc là, je vais écrire. Et dans cette espèce de pénombre qui est sous la couette, à la lumière de mon ordinateur, en même temps, j'enregistre. Et donc, je monte comme ça une espèce de pièce montée à la fois sonore, à la fois textuelle, où j'essaye de composer quelque chose, quoi. Et pour Le Petit Brin de Blé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la structure de la pornoplante, en fait, toutes les respirations, toute la musique, tout ça est respecté aux mêmes endroits. Et donc, c'est finalement que le texte qui change. C'est un peu comme comme une traduction. Ouais. Une version jeunesse. Voilà. Ouais. Alors, tu m'avais envoyé pas mal d'images par rapport à tes recherches. On va en regarder encore quelques-unes, notamment... Alors on parlait justement de la bouche, mais c'est vrai que voilà, là c'est spectaculairement lié à la question de la bouche, puisqu'on doit vraiment utiliser sa bouche pour écouter. Mais c'est vrai que c'est aussi la dent, la bouche, la langue sont des éléments, des motifs qui reviennent dans ton travail. Et donc ça, par exemple, cette pièce, Un blanc dans l'échange, qui est une pièce, alors j'ai pas la date, mais... Je me rappelle plus trop, je pense que c'est en 2016. Mais c'est... Oui, pardon, je l'ai enlevé tout de suite. Mais... Enfin, en tout cas, voilà, on comprend cette importance de la bouche, en fait. Ouais, et il y a quelque chose un peu de... L'autre jour, je réfléchissais pour notre talk, et je réfléchissais à pourquoi est-ce que les gens me font confiance quand je leur propose ces dispositifs-là. Et il y a une forme de coopération et donc du coup, je me suis dit, voilà, j'ai commencé à regarder des définitions de la confiance et à me dire que en fait, il y a une sorte de coopération qui se fait entre les gens, enfin les spectateuristes, les médiateuristes, moi, les institutions. Et cette coopération, je me dis, mais pourquoi ? C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on s'associe ? Pourquoi en fait... Enfin, voilà, il y a quelque chose un peu comme ça qui est un peu encore peut-être irrésolu dans cette association à quatre têtes que j'aime bien et qui fait un peu écho aussi au dialogue que je peux faire dans mes pièces sonores de manière plus générale. Donc c'est comme si tu étais en dialogue aussi avec le public et les équipes qui travaillent avec toi dans les institutions où tu interviens. Tout le monde est au même niveau d'une certaine manière de participation. Ouais, ça demande beaucoup pour les institutions de s'occuper de pièces comme ça, ça c'est sûr. Et aussi, il y a cette acceptation d'accueillir la parole de quelqu'un d'autre dans sa propre bouche, quoi.
qui est l'endroit où on parle, et donc aussi de partager une parole ou alors d'amener quelqu'un à parler, ce qui est aussi un des points que j'essaye de faire parfois. Et d'encourager, ou en tout cas de... Bah, je suis étonnée qu'il n'y ait pas eu de réaction, en fait, que tout se soit si bien passé, mais tant mieux, je veux dire, c'est très bien, mais j'aurais pensé que peut-être il y aurait eu quelques réactions épidermiques presque, hein, de dire, voilà, je refuse cette... Enfin, je refuse de faire confiance, ça doit parfois arriver. J'imagine que oui, et après, là, la pièce va, va aller au magasin à Grenoble, grâce à l'invitation de Céline Kopp et de son équipe. Et donc, on verra. Mais sans doute que... Je souhaite que tout se passe bien. Peut-être on peut... attends, ça c'est... Bah voilà, c'est un collage. Ouais. C'est vraiment une série d'images autour de cette figure. Alors, la brosse à dents est très présente aussi dans ton travail. Ouais. tu performes parfois avec une brosse à dents, des autoportraits. Ça, c'est vieux, ça date de 2016 aussi. Celle-ci. C'est des vieilles choses. Oui, mais... Et celle-ci, voilà, c'est la même idée de l'utilisation, du... Comment ça s'appelle du matériau qu'on utilise pour reconstruire les dents, ouais. Dans une... La résine, ouais. Dans une forme sculpturale, de manière très furtive. Et après, cette pièce-là, c'était à la galerie Arnaud Deschamps, et donc les murs étaient poreux de la galerie, et ce qui s'est passé, c'est que à hauteur de bouche, donc sur à peu près 20 cm par rapport à la taille des gens, on avait rebouché avec donc cette pâte aux couleurs des dents. Voilà. Alors là, c'est une série d'images, pour revenir un tout petit peu en arrière peut-être, mais voilà, sur ce que tu disais, c'est-à-dire toutes ces recherches que tu as pu faire sur le bon bâton, enfin le bon bois, pour en effet ne pas mettre en danger les personnes qui acceptent en fait et qui justement te font confiance en les empoisonnant. Et on voit, voilà, on voit des tests en fait, vraiment... Ouais, c'est vraiment aussi toute une recherche sculpturale, dans le sens où il faut... le bâton, il y a le poids, il y a la taille, mais il y a aussi, quand je mords, il y a la dureté. Et plus, il y a aussi la conduction osseuse qui va permettre. Et parce que, si, par exemple, s'il y a trop d'eau dans le bâton, ça ne peut pas conduire le son. L'eau va absorber le son. Donc tu as dû faire sécher aussi Ouais, à l'atelier, ouais. J'aime beaucoup celle-ci, plante assistance. C'est le care, le care pour les plantes. Voilà, des tests scientifiques. Ouais, c'est... Mais elles sont super. Je me suis bien amusée quand tu m'as en effet envoyé toutes ces photos. Donc on sent que tu as en effet vraiment fait des recherches. Et peut-être, oui, un autre élément vers lequel pointe cette idée de la morsure sonore, c'est aussi le rapport à l'alimentation, qui fait partie des pistes un peu sur lesquelles tu travailles en ce moment, qui serait comme une continuation de cette question. Ouais. J'aime bien parce qu'il y a un goût avec le bâton à chaque fois qui vient, et qui est obligatoire, et à force de moi de m'entraîner à l'atelier, et aussi de tester à droite et à gauche les différents bâtons, les différentes duretés, les différentes matières, les différentes couleurs, enfin tout ce qui est un peu intrinsèque à ce projet sculptural, il y a un peu ce truc où je me dis pourquoi en fait pas s'intéresser au lien entre la nourriture et le son, et donc voilà, donc c'est comme je suis maintenant enseignante à l'EDA à Sierre, j'essaye en tout cas de pouvoir proposer cette approche du son à des étudiantes et des étudiants, et donc je fais des recherches pour être en même temps pédagogique et en même temps pouvoir leur donner des exemples
très concret du lien qui existe entre le son, la nourriture, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut ensemble voir ces choses-là, quelles sont nos approches du son, et on va peut-être monter un podcast. Voilà. Donc on va suivre ça de près. Et alors attends, je crois qu'il reste... Voilà, celle-ci est super. Bon, ça c'est la pornoplante, on va dire. Hop. Alors ouais, je voulais peut-être dézoomer un peu de cette pièce récente et revenir maintenant au format de la pièce sonore en général, peut-être, autour duquel, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ton travail est construit. On va revenir à certaines pièces collectives, pas seulement celles où tu es seul aux commandes, parce qu'en fait dans la pornoplante finalement il n'y a que toi, il n'y a que ta voix, mais il y a beaucoup d'autres pièces qui sont des pièces chorales, ou en tout cas voilà, différentes voix se font entendre, une communauté de voix se fait entendre. Et avant de revenir sur ça, j'aimerais juste qu'on écoute peut-être la première pièce sonore que tu as faite, et que tu nous racontes comment tu es arrivée, en fait, quand tu étais étudiante aux Beaux-Arts, en fait, à travailler sur ce format spécifique de la pièce sonore. Peut-être on commence par l'écouter, qui est une pièce plus d'improvisation, on pourrait dire, qui s'intitule donc Riri, Fifi et Loulou, enfin Riri, Fifi, Loulou, et qui date de 2011. Ouais. Qui dure 2 minutes à peu près, je crois. Ouais. On dirait qu'il y a un... Non, alors attendez. C'est une clarification de la pensée par matérialisation. Fifi a une idée, ou Riri ou Loulou, peu importe, il va mettre de l'eau dans une baignoire, et en fait l'abreuvoir du cheval va remplir pas complètement la baignoire d'eau, il va mettre de la mousse dans la baignoire, un lit de liège. Ça c'est une clarification de la pensée. C'est une clarification de la pensée par matérialisation. Fifi, Riri ou Loulou se sert de la baignoire abreuvoir comme une clarification de la pensée. Cette pensée est quoi que tu penses, pense à autre chose. Si la pensée est quoi que tu penses, pense à autre chose, Fifi, Riri ou Loulou, peu importe, applique cette pensée. L'un des trois pense à un cheval, cette pensée l'amène à penser à une baignoire abreuvoir, comme on peut voir dans les champs, à la campagne, dans laquelle il va placer de l'eau, de la mousse et du liège pour la forêt. Mais on pourrait se demander si Fifi, Riri, Loulou, avec cette baignoire, cette incarnation de la pensée avec la matière, ne fait pas un amalgame entre le cheval et le loup. Le cheval, c'est l'abreuvoir, et le loup, c'est la mousse dans les bois, ou des bois. Et c'est peut-être pas aussi simple. Fifi, Riri et Loulou disent, quoi tu penses, pense à autre chose. Si Fifi pense à un cheval, alors Riri pense à un bonnet, et Loulou pense à une selle de cheval. Si Fifi arrête de penser au bonnet, alors il va penser au cheval, il va penser au cavalier, il va penser à la carrière, il va penser à la compétition, aux obstacles, au dressage, au cheval, à l'équipement, aux bottes, à la culotte de cheval, aux éperons, à la cravache, au poil du cheval, à la brosse, à l'étrier, au bouchon, à la péri, au piquet, il faudra planter pour le cheval. Et s'il décide de complètement oublier le cheval, alors il va penser Riri, penser à un bonnet, c'est un petit cheval, un bonnet. S'il arrête de penser à son bonnet, il peut se dire, pour arrêter d'y penser, mais en gardant la même veine, et tout est divisé par deux, comme la taille du bonnet, c'est un cheval divisé par deux, même plus des fois. Et là, il arrête de penser, si Riri arrête de penser bonnet, il va penser aux dinettes qui sont une cuisine divisée par 10, mais non fonctionnelle. C'est l'image d'une cuisine. Mais un bonnet, c'est pas l'image d'un cheval. Alors Riri divise tout par deux pour éviter de penser au bonnet. Puisque quoi qu'on fasse, il faut penser à autre chose. Quoi qu'on fasse, il faut faire autre chose. Et Loulou pense à un loup dans la forêt, qui va penser à la forêt plus qu'au loup. Dans la forêt, il y a du liège, et de la mousse, comme s'il y avait une baignoire sous la forêt. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau dans la baignoire, et la mousse qui pousse sur l'eau dans la baignoire, ensuite il y a le liège. Et quoi qu'on pense, il faut penser à autre chose. Et quoi qu'on pense toujours à la chose auquel on vient de penser. On essaie de la développer, de lui réinjecter du sens profond. On ne peut pas partir de rien. C'est pour ça que Fifi, Riri, Loulou pensent d'autre chose en restant sur le cheval, le bonnet et le loup. Ils pensent pas aux animaux, mais à ce qui les entoure. Ainsi, ça leur permet de penser à toute autre chose, mais en restant dans la même veine. On peut pas partir de rien pour penser que les pensées s'enchaînent les unes les autres, je crois. Bravo. Alors, non mais c'est vrai, voilà, comment tu commences à... C'est en 2011, donc je suis aux Beaux-Arts de Saint-Étienne, je suis étudiante, je suis en 4e année et je viens de passer 3 ans à travailler sur plutôt quelque chose de sculptural, je dirais, ou d'une approche sculpturale, voilà, indéterminée. Et donc, je suis vraiment quelqu'un qui aime l'atelier, qui va à l'atelier. J'attaque à 8h, je finis à 19h. Le soir, on reparle d'art, on pense art. Vraiment, c'est vraiment intense, ces moments-là. Voilà. Et donc, l'école d'art achète un enregistreur audio et
je sais pas pourquoi je suis au courant et je l'emprunte. Et là, ça a tout de suite été un peu facile. C'était un peu... Donc j'allais à l'atelier la journée, je faisais mes choses et en rentrant le soir, ben, j'allumais cette machine qui est hyper simple. Et c'est ça aussi que j'aimais bien, c'était ce bouton rouge qui clignote, bam, ça y est, ça enregistre. Et après, ce montage que je faisais avec Audacity et cette task, je savais pas qu'il y avait une histoire de la poésie sonore, moi, à ce moment-là. Et c'était, je crois que ce qui me plaît beaucoup dans cette pièce encore quand je l'écoute, c'est cette soif que j'ai. Là, dans cette pièce, je sens en fait la soif, cette avalanche en fait de joie et de joie à dire les mots, à les malaxer, à ce rapport en fait à Christophe Tarkos, à la Patmo, à des choses comme ça dont j'ai pas en fait conscience vraiment, mais que je sens en fait comme ça. Et donc voilà, donc j'ai et c'est marrant parce que ça je l'ai jamais dit, mais je crois que à ce moment-là, confidence. Euh, si donc s'il y a un montage qui est assez raide où je coupe tous les vides, tout ce qu'il n'y a pas en fait de mots, je coupe. Et j'ai fait ça vraiment en fait pour que ça aille vite et parce qu'en fait je voulais pas que faire perdre de temps. C'est-à-dire qu'il y avait cette chose là un peu de se dire ah ben ça va être un peu long, je vais couper un peu. Et Tu vas faire perdre de temps aux personnes qui écoutent. ouais, voilà. Ah ouais. Et donc c'est vraiment cette chose-là. Productivisme. Faut que ce soit rentable. Ouais, ou alors c'est un manque de confiance en soi, Ouais. je pense. Mais il y a ce truc un peu où je me dis, voilà. Et c'était tellement simple en fait ce rapport au montage et à l'écriture qui m'a en fait tout de suite plu. J'en ai fait 10. Enfin, pas des fiférilous. Après, il y a la technique de la carotte, il y a Comme les taupes, il y a Tortilla, il y en a plein. Et qui sont sur mon SoundCloud, que je vous invite à aller Oui, voir. on peut tout écouter. Et qui vraiment appartiennent en fait au champ de la poésie sonore, quoi. Enfin, vraiment... Enfin, voilà. Et la poésie sonore, c'est Hervé Laurent qui est un enseignant de la aide à Genève où tu suis une sorte de cursus un peu parallèle à celui de Saint-Étienne, qui un peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard, t'initie à tout ça, enfin te fait découvrir tout ce champ en fait que tu avais finalement embrassé de manière intuitive, mais que tu connaissais pas forcément précisément. Ouais, c'est ça. Je crois que quand j'étais en quatrième... Oui, c'est ça. Oui. Et donc je rencontre Hervé Laurent qui m'explique en fait l'histoire de la poésie sonore, Bernard Haitink, enfin voilà, toutes ces figures, et puis voilà, qui m'explique aussi par exemple le Novarina, qui me fait écouter, et que voilà, en fait, que j'écoute comme ça dans mon lit, ou voilà, enfin, je me rappelle encore, enfin, animaux à cerveau, etc. Enfin, je me rappelle vraiment de ces moments-là, en fait, d'accès à la poésie sonore qui sont... En tout cas, moi, ça m'avait marqué, et ça me fait aussi partie d'un désir d'appartenance à une famille, quelque part, aussi d'une forme d'instinctivité, en fait, à reconnaître un peu... un chant dans lequel en fait j'ai envie de proposer des choses, quoi. Alors justement, je voulais te demander parce que le chant de la poésie sonore, c'est un chant un petit peu, enfin c'est pas le même que celui des arts visuels ou de l'art contemporain en général, et finalement tu optes plutôt pour l'art contemporain parce que est-ce que tu as en fait est-ce que tu as un pied dans la scène de la poésie sonore aujourd'hui? C'est-à-dire est-ce que tu fais des festivals de poésie par exemple ou pas du tout? C'est pas du tout un champ institutionnel où tu diffuses ton travail? Non, du tout. Et c'était, enfin comment dire, c'était une décision ou ça fait comme ça ou... Je crois que ça s'est un peu fait comme ça, pour être tout à fait honnête, et que je l'ai toujours en fait, enfin de la poésie par exemple, enfin Gorge Bataille ou des gens comme ça qui je trouve ça super en fait, vraiment en fait, ça, à chaque fois. Enfin, par exemple, le premier texte, enfin pas le premier texte, mais l'anthologie douteuse, quand j'ai commencé à lire l'anthologie douteuse de Gorge Bataille, et ben,
j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce qu'en fait, je trouvais ça tellement beau que ça m'a... Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'était submergent. Et pour le coup, voilà, ça m'a fait ça aussi avec, par exemple, la mort d'Ivan Illich ou des choses comme ça. J'ai un rapport au texte un peu... enfin, ça me submerge souvent, ce genre de truc. Ah, c'est beau. Bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler de ton enregistreur? T'as un vrai, enfin, entre guillemets, t'enregistres pas sur ton ordinateur, t'as un vrai objet technique. Ouais. Et ça fait 13 ans que j'ai le même, c'est le H4N. Et de chez Zoom. Donc c'est vraiment une machine qui est fiable. Et ensuite, qui a aussi... En fait, j'ai pas besoin de 1000 trucs, moi, quand j'enregistre. C'est-à-dire que j'ai besoin de micro-voix. Et voilà, principalement. Après, il y a aussi d'autres petits micros que j'aime bien un peu ajouter de ci, de là, des stéthoscopes, comme par exemple avec les volontaires pigments médicaments ou à ton salon, ou alors, des géophones. Mais ça reste plus... Enfin voilà, c'est plus à côté. C'est-à-dire que si je veux vraiment travailler et faire que travailler, ben voilà, mon Zoom H4M et Tu mon simplifies micro, le c'est bon. dispositif technique et Ouais. le travail. Alors justement, si on va plutôt du côté de la complexité, là on a écouté une pièce qui est très simple dans sa production et dans son montage, mais c'est vrai que tu as quand même progressivement complexifié, pas pour toutes les pièces, mais en tout cas tu as mis au point, disons, un process qui parfois est plus complexe avec ces pièces chorales, avec la voix des autres, et j'aimerais bien qu'on revienne sur ces pièces, alors en partant peut-être de... Alors, ça c'est un aparté, une image de ton atelier dont tu Ouais. dis qu'il est en bazar, mais que c'est toujours comme ça. Toujours. Ouais. Voilà, en revenant sur cette pièce de 2023 qui s'intitule donc Le Corps Living Room, dont on voit là l'image du vinyle qui a été pressé avec la pièce dans son intégralité. J'aimerais bien qu'à partir de cette pièce, donc déjà tu nous expliques d'où elle vient, peut-être rapidement le principe de la pièce, mais qu'on puisse un peu retracer comme ça ton processus de travail pour ces pièces chorales qui sont en fait... qui nécessitent de nombreuses étapes en fait entre le moment où tu les imagines et celles où elles sont vraiment diffusées dans un espace d'exposition. Donc Le Corps Living Room 2023. Alors c'est une pièce qui a été produite On va écouter un extrait juste après. Voilà. Par Du Radio et donc le vinyle aussi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Du Radio est venu vers moi et m'a demandé si ça m'intéresserait de faire un vinyle avec elle et eux. Et j'ai dit oui. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà en fait en tête cette espèce d'envie d'aller vouloir enregistrer à l'extérieur. C'est parce que quand je suis dans un studio d'enregistrement, il y a quelque chose d'un peu qui me coince, dans le sens où quand c'est un peu trop officiel, eh ben, j'ai du mal à trouver des idées. C'est-à-dire qu'un studio d'enregistrement, c'est petit, on ne peut pas être beaucoup dedans, c'est souvent noir, sombre, il ne faut pas faire de bruit, il y a des machines, c'est fragile, on ne peut pas vraiment faire... Et c'est pas comme ça, en fait, que moi, je fais le texte. Et je demande aux gens de courir, de sauter, de faire des pompes, de revenir, d'essouffler, de faire de la corde, de rigoler, de faire de l'impro, on va enregistrer le chœur aussi. Enfin, il y a beaucoup de temps de chauffe dans les pièces sonores. Et souvent, les studios d'enregistrement sont trop petits. Et il y a aussi ce truc où j'ai beaucoup moins d'idées dedans. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai commencé à écrire Le Corps Living Room, et c'était une écriture assez particulière, dans le sens où j'ai renoué un petit peu avec une forme d'écriture que je pouvais avoir avant, il y a quand même un petit moment, dans le sens où il y a deux sortes de pièces sonores. Il y a des pièces où voilà, donc comme par exemple, pardon, je vais y arriver.
Il y a les pièces comme Les Volontaires, Pigments, Médicaments, où on va partir d'une histoire qui s'est passée. Donc, dans cette pièce-là, je parle de Louise Hervieux, de cet artiste qui a mis en place le carnet de santé, qui a invité, pour mettre en place le carnet de santé, des amis artistes dans un atelier qui est celui d'Edouard McAvoy. Et je vais essayer de recomposer avec les archives qui existent déjà de ce moment-là. Donc là, il y a des personnages, il y a des personnes qui sont très identifiées, voilà. Et donc, il y a aussi une sorte de fil rouge, puisqu'on sait que maintenant, en 2025, on a un carnet de santé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour le coup, et que c'est grâce à une artiste, pour le coup. Et donc, c'est... voilà. Mais par exemple, le Core Living Room, c'est autre chose. Mais le Core Living Room découle aussi d'une pièce de Merce Cunningham. Oui, de Merce Cunningham, dans le sens où j'ai été assez marquée par un moment dans la pièce de Merce Cunningham qui s'appelle Antique Mythe. À un moment donné, donc c'est Robert Rauschenberg qui a fait les costumes, et on voit Merce Cunningham revêtir une chaise dans son dos et proposer l'espace de cette chaise dans son dos à une danseuse qui donc s'appuie dessus. Et à partir de ça, j'ai bien aimé en fait cette structure du corps de Merce Cunningham pouvant accueillir d'autres corps, parce que moi je fais un peu la même chose avec la parole, pour le coup. J'essaie de faire déplacer les mots dans la bouche des gens et dans d'autres gens, etc. Peut-être on peut écouter un extrait, si ça te va, comme ça, ce sera tout à fait... Donc la pièce, elle fait plutôt 20 minutes, il me semble. Non, un peu plus. Ouais, je crois. Mais là, c'est un extrait de 2 minutes. Je fais la statue. Je fais la table de pique-nique. Qui se targue d'avoir jamais accueilli un bounty entre ses seins ici? Qui? Hein? Moi, je le fais. Je le fais quand tu veux. Moi, je le veux. Ton café machine en équilibre sur mon genou. Oui, moi, j'estime ton Hollywood chewing-gum. Quand tu l'écrases dans mon nombril. Oh oui, et moi, je fais encore la belle. Quand tu places une cerise sur le bout de mon nez. On t'a déjà fait des chatouilles avec des cookies, toi? Moi, je sais ce que c'est que d'avoir des barres de céréales sur les sourcils, tu vois. Alors voilà, je contracte un max mon ventre pour être le plus horizontal possible. Qui n'aime pas être porté, déplacé, traîné, trimballé comme du mobilier? Je rêve qu'on me bouge, moi, qu'on m'interchange, qu'on m'essuie à l'éponge. Vas-y, appuie-toi sur mes épaules pour regarder le panorama. Comme ça, oui, mets tes 2 coudes au creux de mes reins. C'est bien, teste ma résistance. Mets-toi bien. Et surtout, écrase les choses, oui. Écrase les choses qui sont toujours en dessous de toi. Agathe, Caroline. Moi, pour m'aider à faire la chaise, je fixe un point, tu vois. Voilà, je menace une branche qui tente de fuir par les cimes, tu vois. Ça m'aide à tenir la menace, tu vois. Je tiens, je souffle, je serre les lèvres, ok. Je transpire, qu'est-ce que ça, tu vois. J'assèche mon corps goutte à goutte, j'y traque les bosquets pendant que je me transforme en meuble, ok. Je reste utile. Le doudou du chien, j'adore le doudou du chien. Donc en fait peut-être pour revenir sur la... Voilà, on entend déjà plusieurs voix, mais on est là, donc c'est la pièce finale, on va dire, mais donc tout ce qui... Enfin, les étapes qui te permettent d'arriver à ça, c'est d'abord de faire une maquette, donc seule. En fait, c'est comme ça que tu écris, tu fais des maquettes sonores. Ouais. On peut peut-être écouter un extrait de cette maquette. Peut-être juste les voix qu'on a entendues, enfin les parlantes, c'est Victoire Le Bars et Agathe Boulanger. Ok. On va revenir aussi sur ce terme après de parlant. Bah, peut-être on peut le faire tout de suite, mais voilà, ça serait intéressant que tu... C'est vrai que t'emploies ce terme, les parlantes. Comment... Enfin, c'est cette activité d'être celui qui porte la voix, quoi. C'est pas, t'es pas acteur ou actrice ou performeur ou performeuse. C'est très parlant comme terme. Ouais. Enfin, c'est très parlant, oui, évidemment.
Non, mais j'ai pas fait exprès. Et ce que je te disais, moi, c'est que ça me fait penser aussi à des termes qu'on emploie dans le milieu médical. Mais je sais pas si c'est quelque chose qui t'a... Le soignant, l'accompagnant... Eh ben, j'ai commencé à parler de parlant, je crois, et de parlante après l'exposition à Béton Salon, et donc du coup après les volontaires pigments médicalement, où justement il y avait cette question en fait de comment, voilà, du carnet de santé, et donc de la traçabilité du corps aussi, et à qui on donne le soin pour le coup. Et donc je pense que c'est en lien, et il y a aussi cette chose-là où quand je fais les génériques, par exemple, avant je mettais voix, 2 points, et puis je mettais donc le nom des personnes qui m'avaient accompagné. Mais en même temps, maintenant, ça m'embête un peu d'enlever tout le corps des gens qui ont parlé dans mes pièces sonores, et c'est pour ça que j'aime bien parlante et parlant. Et il y a aussi cette idée en fait de faire la parole, de la construire. Donc il y a toujours cette espèce d'aller touiller la parole, un peu avec aussi Avec un bâton. Voilà. Et je crois que celles et ceux qui participent aux pièces sonores et qui acceptent d'être parlants donnent aussi beaucoup d'elles et d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de couper leur corps. Mais d'ailleurs, c'est super intéressant quand tu racontes les séances d'enregistrement. Donc là, en l'occurrence, c'était 3 jours. Ouais. C'était dans la forêt. Ouais. Et tu m'as dit, oui, qu'en fait, il y a des temps tout est un temps de travail, bien sûr, mais il y a des temps en plus pour le corps, des exercices physiques. Il y a vraiment tout un ensemble de pratiques qui se complètent les unes les autres et qui permettent à la fois de mettre les parlantes dans dans une situation dans laquelle c'est possible d'enregistrer, mais aussi de faire une communauté, de travailler ensemble, de faire un groupe en fait, et d'élaborer en fait cette dynamique de travail, d'échange collectif. Ouais. C'est ça vraiment... passe par le corps, quoi. Ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Les exercices sportifs. Ouais, j'ai l'impression que... là, pour le Core Living Room, c'était pas le cas, dans le sens où les gens se connaissaient déjà. On avait déjà travaillé ensemble avant. Mais quand je connais pas les gens, c'est important, ces séances sportives, pour aussi faire communauté, pour le coup, pour qu'en fait les choses soient toutes très OK. C'est pour ça que quand j'arrive avec un script, donc les gens ont le script avant, mais il n'y a pas d'attribution de personnage définie à telle personne ou telle personne, et en fait on va faire passer la parole et les personnages dans la bouche des uns, dans la bouche des autres, et pour en fait, moi ça m'aide déjà à ancrer tel personnage dans une personne, à me dire ah oui, cette personne-là, c'est mieux si c'est ce personnage-là, ou des choses comme ça. Mais il y a aussi c'est aussi, dans ces moments-là, être à la place de l'autre, être à la place de celui qui fait ou de celle qui fait. Et c'est pour ça que c'est important, ces moments aussi sportifs. C'est que pendant qu'on fait du sport, on fait tous la même chose en même temps, et on souffre tous, plus ou moins, ça dépend un peu de notre résistance physique. Mais il y a cette idée en fait du partage du muscle, quoi. Oui, Voilà. Et ces techniques finalement de mise au travail collectif, tu les as élaborées. Enfin, je veux dire, ça ressemble à des choses qu'on peut faire dans le monde, par exemple, du théâtre. Enfin, je sais pas si c'est des choses que tu as empruntées ou un peu instinctivement construites au fur et à mesure du temps. Je me posais la question, quoi, si ça venait de... Je crois que c'est des choses que j'ai depuis... Enfin, voilà, je suis pas spécialement proche du... j'ai pas trop d'exemples, mais je crois qu'en fait, ça vient plutôt de la poésie sonore, quoi. Ces moments-là, ce sont des poètes et des poétesses qui m'ont montré qu'est-ce qui était possible avec la voix, et comment placer sa voix, et qu'est-ce qui est possible de faire avec cette voix-là pour lui faire dire autre chose, quoi. Essayer, en fait, de travailler ce souffle-là. Oui, c'est aussi une question physique, le souffle, évidemment. La voix, c'est vraiment musculaire, c'est une question de posture. Enfin, oui, absolument. Et
alors, je pense je vais pas passer, même si je le regrette amèrement, le doudou du chien, parce qu'on n'aura pas vraiment le temps sinon d'avancer un peu, mais je résiste pas quand même au plaisir de passer. Alors oui, on n'a pas vraiment regardé des photos de l'enregistrement, mais je pense que c'est assez parlant. Et puis surtout, tu m'as expliqué que quand il y a des séances d'enregistrement qui durent comme ça 3 jours, évidemment, ça fait un énorme travail de dérochage, puisque tu réécoutes absolument tout ce qui est enregistré. Et que une chose qui t'avait surprise, c'est la quantité de rires. Alors je voulais juste, franchement, passer un extrait des rires. C'est toujours... Ah mince. Attendez. Je vais y arriver. C'est communicatif. Je m'échauffe. Attendez. Chose. Tout est dans le mouvement de tête, attendez. Je vais monter le son. Ça y est. Bon, c'est plus communicatif quand c'est plus fort. Mais... Alors tout à l'heure, je pense qu'on va du coup avoir les oreilles qui vont exploser parce que j'ai bien monté le son. Donc le prochain extrait va nous casser les oreilles. Mais voilà. Voilà, c'est intéressant parce que du coup après tu revis aussi ces moments seuls une fois que la communauté des parlantes est finalement retournée à d'autres activités et toi tu te retrouves baigné finalement dans ce monde sonore collectif à partir duquel tu peux faire ton travail de montage. Finalement, réduire 3 jours à une pièce de 20 minutes, c'est un énorme travail de montage. Ouais, ouais. Et c'est aussi tout un travail que j'aime faire, c'est-à-dire que c'est aussi un travail d'écriture. C'est-à-dire qu'on va enregistrer beaucoup de fragments de texte et qu'il s'agit à un moment donné pour moi aussi de les mettre en ordre, ces textes-là, et aussi de savoir si la pièce tient finalement. Et voilà, c'est l'écriture de ce texte-là. Après, quand je fais ces déroches-là, je suis souvent couchée dans mon lit. Je suis vraiment pas quelqu'un dynamique, je me rends compte. Et ce qui se passe, c'est que... voilà, je revis un peu ces moments-là et c'est toujours un peu à la fois je peux être hyper objective à savoir en fait quel est le meilleur enregistrement, etc., et en même temps je me laisse souvent vite emporter par tous les moments qui se sont passés et c'est des temps très 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 longs en fait finalement les déroches, et finalement entre le moment d'enregistrement et le moment du montage il y a 1 mois qui va se passer, donc il y a 1 mois de déroches, c'est long, Je voulais revenir aussi avec toi sur parce qu'on a parlé de finalement maquettage, enregistrement, dérochage, montage. L'étape suivante, c'est la diffusion souvent. Alors on a vu que tu pouvais diffuser en ligne sous forme de vinyle, mais il y a bien sûr la question de l'exposition qui est très présente dans ton travail. Et je me demandais, alors j'ai sélectionné quelques images d'installations qui sont faites à partir, donc autour de ces pièces sonores, mais qui en fait impliquent aussi des éléments soit techniques, sculpturaux, des dessins, enfin tout un ensemble d'éléments plastiques qui accompagnent la diffusion sonore. Et je me demandais comment, quelle place en fait, quel rôle en fait ces environnements jouent pour toi dans la réception. Comment tu les dessines, comment tu les organises et est-ce qu'ils sont pas simplement, mais en tout cas, est-ce qu'ils sont surtout destinés à favoriser une bonne écoute, ou est-ce qu'ils ont une forme d'autonomie par rapport à cette écoute? Enfin, comment t'envisages cet aspect-là, en fait? Moi, je suis vraiment attachée au fait que les spectatrices écoutent les pièces sonores. C'est vraiment important pour moi, et peut-être que l'exemple le plus représentatif de la manière dont je peux travailler, c'est finalement l'exposition qu'il y a eu à Béton Salon avec les volontaires Pigments Médicaments, où en fait il y avait au sol à Béton Salon, il y avait des petites craquelures dues au temps, et j'ai eu envie de les soigner, ces petites craquelures, et en plaçant de l'étain dedans et en faisant circuler le son dans ces petites flaques d'étain, pour le coup. Et c'est un truc que j'avais depuis le Covid, donc le Covid, tous les lieux ont fermé, mais aussi
enfin voilà, j'avais plus de câble audio et j'en suis venue à câbler des petites barrettes à cheveux pour faire passer du son. C'est-à-dire qu'en fait, tous les métaux portent le son et j'ai soudé des petites barrettes à cheveux pour en fait amener du lecteur jusqu'à de l'ampli jusqu'au speaker pour le coup. Et donc ça marchait et petit à petit j'en suis venue à développer avec l'équipe de Béton Salon cette réflexion sur cette conductivité quoi, qui est là encore présente et à la faire passer dans le sol de Béton Salon. Et puis toujours dans cette économie de moyens, il y a aussi ces bancs qui sont faits avec des câbles. Ouais. C'est vraiment du recyclage. Ce que tu disais, c'est qu'il y a une sorte de paradoxe en fait dans l'idée d'essayer d'avoir une pratique qui finalement, d'un point de vue environnemental, n'est pas trop basée sur des formes extractivistes, mais les matériaux utilisés dans les pratiques sonores l'impliquent fatalement. Le cuir notamment, c'est quand même un matériau qui vraiment vient d'une extraction assez brutale. Et donc toi, voilà, une des solutions que tu as trouvées aussi pour... je dirais pas résoudre ça, parce qu'on peut jamais résoudre ça, évidemment, mais en tout cas, pour prendre ta part de ça, c'est aussi de réutiliser certains éléments et d'en faire des sculptures, en fait. On voit ces bancs qui réapparaissent très souvent dans les expositions. Après, c'est vrai qu'au départ, ces premiers bancs, ils ont été faits pour une exposition qui s'appelait Parler de l'eau, bien se taire au Grand Café. Et donc, c'est vrai j'avais déjà ces amas dans l'atelier qu'on a vus de câbles que je range pas. Et voilà, qui étaient là. Mais petit à petit, j'en suis venue à devoir acheter du câble audio pour pouvoir faire ces bancs. Donc c'est un peu une sorte de serpent qui se mange un peu la queue. Ouais. Oui, ça s'est renversé. Et après, faire des installations sonores pour pouvoir utiliser les câbles. C'est ça. Des bancs, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête pas. Attends, hop. Je voulais... en fait, c'est intéressant quand on voit ces images de ces barrettes à cheveux. Vraiment, ce bricolage, ça me rappelle ce que tu disais aussi sur les petits bâtons qui sont une sorte d'outils très primaires, très simples. Ou ce que tu disais de l'enregistreur, et je pense que ce serait intéressant que tu dises quelques mots sur aussi ton rapport à la technique, c'est-à-dire que tu travailles avec... il y a toujours une visibilité déjà des dispositifs techniques, tu fais pas de la magie, on voit les câblages, on voit la manière dont c'est fabriqué, fait, dont le son est diffusé, et tu travailles avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu as vraiment un ingé son qui t'accompagne et qui... Ouais, je travaille beaucoup avec Guillaume Couturier, qui est un ingé son avec qui j'ai travaillé la première fois au Palais de Tokyo en 2017 pour une exposition qui s'appelle Listapus. Et j'aime bien travailler avec Guillaume parce que c'est quelqu'un qui est capable en fait d'être très terre à terre. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées et que ça va vite, très loin, et que Guillaume va me dire... Non. Et que c'est souvent très utile qu'ils me le disent. Ça évite de perdre beaucoup de temps. Donc on voit encore des images de l'exposition à Béton Salon, donc en 2022. L'étain, des tests, toujours des tests. Enfin, il dit pas que non, ouais, il est aussi très super. Quelques images, voilà, un autoportrait en enceinte. Et peut-être il nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais bien, peut-être pour terminer, revenir sur des questions de... Ah oui, cette carte vitale, elle est vraiment super, je l'adore. N'ayant plus de carte vitale, j'aime beaucoup ça. J'aimerais bien qu'on revienne, pour terminer, donc sur des questions de... peut-être plus politique, en tout cas liée à la dimension de critique sociale qui est très présente dans ton travail. Alors, je voulais vous montrer une pièce. En fait, il y a beaucoup de pièces dans lesquelles on perçoit une forme de colère qui s'exprime aussi, formellement, mais c'est assez jouissif, en fait, cette dimension-là, dans
dans les répétitions, dans l'insistance, dans le cri, dans la manière dont tu écris, en fait, ces formes de colère, elles réapparaissent très souvent. Et tu m'as envoyé cette pièce qui est une de tes premières et qui en fait est déjà porteuse de cette dimension en 2013, qui s'appelle Le Gueuloir. Est-ce que voilà, on va regarder un petit extrait si vous êtes d'accord. Donc faites de manière très simple pour le coup. Ouais, ça va. Ouais, ça va et toi? Ouais, tranquille. Attends, ouais, bon, ça va. Ça va. Ça va plutôt bien. Sauf qu'en ce moment, ça ne capte pas. Ça ne capte pas. Allô? Tu m'entends? Non, en ce moment, parce que en ce moment, ça capte pas parce que j'ai oublié mon chargeur et j'ai les dents qui claquent, Les dents qui claquent. Je sais pas pourquoi ça capte pas. Attends, je t'ai un double appel. Allô? Ouais. Bah ça va et toi? Ouais, donc je te disais que ça ne captait pas. Mais maintenant, ça va. Ça capte bien. Ouais, je t'entends bien. Et toi, tu m'entends bien aussi? On s'entend bien? Oui, on s'entend bien, on est amis aussi, oui. Oui, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais ça capte bien. On se capte plus tard sinon. Qu'est-ce que t'en penses? Tu ne penses pas me capter? Mais tu es où? Moi, je te capte super bien, je te capte. Captons-nous plus tard. Mais tu as capté qui? Qui donc? Qui? Non mais, je te capte. Non mais, lui, il capte rien de toute manière. Laisse-le tourner. Il capte que dalle, lui. C'est un con qui capte rien du tout. Ouais, on peut se rappeler, ouais. Ouais, on se rappelle plus tard. Ouais, d'accord, vers quelle heure? Non, mais ça ira pas, j'aurai les dents qui claquent, etc. D'accord, ok, on fait comme ça. Je t'embrasse beaucoup. Pardon, ouais, je la... Une expérimentation. Ah, mais j'avais... Enfin, ouais, je venais juste sortir de l'école, de la aide, et j'étais en résidence à Picto, qui est une structure à Genève. Et en fait, tout ça, c'est de l'impro. C'est de l'impro, c'est-à-dire que je me pose pas tellement de questions. En fait, je sais pas trop ce que je fais. Donc, j'allume mon ordi, il y a Photobouffe, j'y vais. Et j'en ai pas mal, des petites vidéos comme ça qui sont... Ça me fait toujours plaisir de les voir parce qu'il y a aussi cette idée en fait de construction de texte de cette manière-là avec énergie et soif. Et je crois que c'est ça aussi que je vais chercher quand j'invite d'autres personnes à collaborer avec moi. C'est cette énergie et cette soif de dire, quoi. Ouais, c'est hyper énergique, il n'y a pas de doute. Et c'est vrai que celle-ci, peut-être, c'est pas tellement la colère, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a de l'énergie dans ton travail, il y a de la violence aussi. Enfin, il y a toutes ces... Finalement, l'énergie, c'est une valeur plutôt positive, mais la violence est en général plutôt considérée de manière négative. Mais dans ton cas, il y a vraiment quelque chose d'assumer, de libérateur, de libératoire. Et je trouve que... en fait, je voulais juste entendre sur cette question de satire sociale. Est-ce que toi, tu considères qu'il y a une dimension satirique dans ton travail, ou est-ce que c'est basé sur une observation? Par exemple, je sais pas, moi, je pensais à des tonnes de scènes dans le train de gens qui hurlent. Enfin, je sais pas, c'est des choses qu'on peut imaginer, observer, même si toi, tu l'improvises, en fait, mais observer dans le monde social.
La satire sociale, ça c'est sûr, parce que par exemple dans Le Joie du chien ou des choses comme ça, voilà, quand je dis que j'aimerais être réincarnée en objet du chien pour être lové, papouillé, chatouillé, ou alors quand Victoire Lebar dit mon texte qui dit que j'aimerais être transformée en mobilier pour qu'on me tire, ouais, bien sûr que là derrière il y a la pyramide sociale, il y a tous ces enjeux-là quoi, qui amènent en fait cette espèce de colère quoi, et voilà quoi, donc c'est ces moments-là en fait dans le texte où par exemple quand Martine Baquero pour les volontaires pigments médicaments parle de notre couverture santé à nous les artistes en disant nous on est la barbe à papa du droit du salariat quoi, et des choses comme ça, et qui sont un rapport poétique à une façon d'écrire, mais aussi à quelque chose qui engage en fait mon corps et nos corps, et voilà, et qui voilà. Enfin ouais, je suis carrément sensible à ces questions-là, ouais. Oui, évidemment, ça se sent beaucoup dans ton travail, et presque de plus en plus, j'ai l'impression que les choses deviennent de plus en plus explicites, c'est-à-dire que dans les volontaires pigments médicaments, c'est vraiment très clairement l'histoire de pratiques de sécurité sociale qui apparaissent dans ton travail. Et c'est vrai que j'ai pensé à ce terme, en fait, si on prend le terme de sécurité sociale d'un point de vue juste poétique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a d'un côté de la violence sociale et de l'autre de la sécurité sociale. Et ton travail, il est vraiment un peu entre les deux. Enfin, après, il joue avec ces deux éléments très souvent simultanément dans les pièces, où on oscille entre des gestes... on l'a dit au tout début, mais par exemple de créer de la confiance, créer de la communauté, faire en sorte que les gens puissent consentir, qu'on leur pose la question, que ce soit possible, et de l'autre des formes différentes de violence qui peuvent être sonores, mais aussi des représentations. Ouais, c'est vrai. Alors peut-être une toute dernière question, parce qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps, mais il y a encore plein d'autres choses que j'aimerais te poser, mais je pense que voilà, dans le public aura sûrement des questions supplémentaires. J'ai une question un peu plus exploratoire, on va dire. C'est que je trouve que dans la dernière pièce, donc le corps Living Room, alors, j'arrive pas à tourner cette page, mais je vais y arriver, voilà. Donc il y a cette dimension de critique sociale, très clairement, de satire, qui dans ton travail en général, qui est aussi une observation du monde du travail des artistes, mais pas que, parce qu'en fait, tu as eu des expériences ailleurs, et puis voilà, il n'y a pas que les artistes qui sont exploités, malheureusement. C'est une vérité assez universelle du monde du travail, cette aliénation et cette exploitation. Mais j'ai l'impression qu'il y a dans ces dernières pièces peut-être aussi une manière de pointer vers une sorte de monde alternatif. Alors c'est vrai que dans le Corps Living Room, il y a... je sais pas comment on pourrait dire, voilà, il y a cette question des relations interespèces. D'un coup, le corps devient un meuble ou un objet technique, ou une plante devient animée, et des formes d'intelligence très différentes peuvent se déhiérarchiser ou coexister. Et je me demandais, en fait, puisque tu viens plutôt d'une pratique qui est de l'ordre de la poésie, j'ai l'impression que là, tu es aussi en fait en train de construire un monde à la manière dont on construit une narration aussi. Je me demandais si cette question de la narration ou de la construction du monde, c'était quelque chose que tu pouvais envisager. Enfin, je sais pas, d'un coup, je me disais, voilà, l'appartement forêt, tout ce travail, les métamorphoses, le fond vert qui devient la forêt. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la proposition, d'habitat, de nouveaux habitats, de nouvelles manières d'habiter le monde. Tu vois, les vêtements sonores, là, on va voir vite fait là. Bon, ça n'a rien à voir, mais encore. Je voulais montrer ces dernières images, mais ça, c'est une tenue de performance, un vêtement sonore que tu as élaboré et qui est aussi un habitat, en fait, on pourrait dire. Et voilà, c'est juste une réflexion que je me suis faite, mais je me suis dit que t'en étais presque à une étape... Je sais pas si c'est plus une étape d'après, parce qu'en fait, écrire de la poésie, faire de la poésie, c'est déjà énorme. Et être dans le langage, c'est pas une étape en dessous. Mais je veux dire, est-ce que cette idée presque de fiction pourrait à un moment donné se complexifier encore, ou c'est des choses qui t'intéressent, ou peut-être pas du tout, ou même de science-fiction, je trouve à un certain endroit dans ton travail, c'est très présent, quoi. Ouais, j'aime bien. Et une question très large, pardon, mais
je crois qu'il y a cette idée en fait de la maison un peu. La maison. Et à la fois en fait dans ces lieux où j'enregistre, donc que ce soit dans la forêt ou par exemple je faisais ça en 2013 aussi, où on partait avec ma sœur, avec ma 105, où on se calait, on partait et on se calait pour aller déclamer de la poésie dans des grottes ou, que j'écrivais. Que j'ai retrouvé ça et c'était voilà. Et voilà. Voilà, moi, des fois, quand j'étais encore étudiante à la aide, j'avais donc 705 et je plaçais mon enregistreur sur le poste de radio, je branchais et je me mettais sur le capot et en face d'une forme de nature un peu précaire quand même, parce que je m'arrêtais au bord d'une route, hein, mais il y a quelque chose où je chantais comme ça. C'était un peu des moments seuls et que j'aimais bien quand même. Mais je sais que les textes sont connectés les uns aux autres, même si en fait, je cherche pas à les connecter plus, mais je sais que par exemple, le Core Living Room, c'est un texte cousine de la porno-plante, que le texte de Les volontaires pigments médicaments, même si c'est une autre histoire, dedans, cette autre histoire, il y a en fait une appartenance, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est comme une BD avec des bulles qui vont se répondre à un moment donné. Mais pour le coup, je crois que pour l'instant, j'ai pas les idées suffisamment claires sur là où ça va. Mais c'est vrai que ces vêtements sonores, en fait, c'est marrant parce que quand je mets ces vêtements, d'un coup, je deviens plus imposante. Et il y a aussi le poids, ça manque beaucoup puisque c'est lourd. Et donc du coup, tous ces mots qui m'environnent, ça devient une famille aussi, et des organes un petit peu, mais aussi il y a de l'automassage dans le sens où les speakers vibrent. Et donc voilà, il y a quelque chose en fait d'une forme d'environnement, de communauté. Je crois que c'est finalement ce qui est peut-être, ou ça va être, attention, ça va être incroyable là, ce qui est un peu ma maison, c'est peut-être les mots. Je l'avais dit. J'ai envie de dire que ce serait une conclusion parfaite, mais je voudrais que tu nous parles, juste pour terminer, de l'idée de poison sonore sur laquelle tu travailles. Et ça, je trouve ça incroyable. Donc voilà, je voudrais t'entendre sur ça. Et après, je vous passe le micro pour toutes vos questions. En fait, c'est un truc où ça vient en fait du projet à des sculptures à mort, des morsures sonores, où je me suis renseignée sur en fait la question c'était qu'est-ce que j'ai envie d'ingérer moi comme mots, comme son, voilà, et qu'est-ce qu'on ingère, est-ce qu'on peut digérer des paroles, est-ce qu'on peut digérer des mots, est-ce que ça nourrit, c'est quoi le Nutri-Score, toutes ces questions-là, en fait, moi je me les pose dans mes textes et finalement j'en suis venue petit à petit à m'intéresser au poison sonore, voilà. Parce que les bâtons, ça peut être du poison, voilà. Donc, qu'est-ce que ça peut être que du poison sonore? Et j'en viens à réfléchir à ça et à faire des recherches, et à me dire et à trouver finalement que ça existe vraiment le poison sonore. Et c'est par exemple les stars essentiellement qui, pour pas se faire piquer et la voix et les sons par de l'intelligence artificielle, vont piéger le son. Et ça, je trouve ça assez beau d'arriver à piéger du son, dans le sens où les studios vont mettre plus de son dans le son que nous, on peut entendre, si bien que l'IA, elle, quand elle va chercher à imiter la voix d'une star, va en fait mettre trop de son. Pour le coup, et ce sera plus la voix en fait de Beyoncé, de Rihanna, des choses comme ça. Et donc c'est une espèce de débordement, quoi. C'est un égout qui et j'aurais pas dû le faire ça. Et et ça m'intéresse en fait sur ces questions-là en fait de débordement, de poison sonore en fait qui font déborder le corps pour le coup, qui font vomir pour le coup. Et voilà. Et évidemment que le poison, c'est aussi un vaccin. Donc il y a quelque chose comme ça qui est un peu ambivalent. Et je travaille là-dessus, en fait, pour une exposition qui s'appelle Tactical Spectre et qui sera à la ferme du Buisson dans une exposition collective bientôt. Voilà. Super. Merci beaucoup, Anne, pour toutes ces incroyables
réponses et questions. Enfin, en fait, c'est super beau de l'écoute consentie au poison sonore. Il y a une espèce de paradoxe un peu fou, mais voilà, je trouve que on revient là. La boucle est bouclée à la bouche avec le poison, donc c'est parfait. Peut-être, ouais, vous avez des questions. On n'a pas vraiment parlé de l'économie de la performance, de l'économie des enregistrements, mais si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Pas de questions. Ah, une question. Tu parlais de violence tout à l'heure aussi, et je me demandais si tu t'intéressais à la question de la guerre sonore aussi. Eh ben, j'ai des armes sonores, tu veux dire? En fait, il y a un livre très bon qui est de Steve Goodman, là, qui vient de republier en français. Je crois que c'est Audima Édition, qui s'appelle Guerre sonore, qui s'intéresse depuis les années 50, 60 à comment le son est utilisé pour en fait de la destruction massive dans le contexte de guerre, notamment au Vietnam par les Américains, mais comment en fait on peut utiliser le son. Merci. Comment on peut utiliser le son à des fins en fait de destruction massive, donc pas uniquement pour des questions de plaisir ou de partage ou artistique. Et du coup, quand tout à l'heure vous parliez de c'était quoi? C'était de pollution sonore? Non, poison sonore, pardon. Ouais. Pas tout à fait ça. Je me suis tout de suite j'ai pensé à la guerre sonore et je me demandais si c'était quelque chose que tu avais un peu exploré dans ton travail ou qui t'intéressait. Enfin voilà. Bah, ça m'intéresse de manière générale, moi, les armes sonores, plutôt avec Juliette Vaucleur, des gens qui ont écrit là-dessus, pour le coup, avec, donc oui, en fait, cette espèce de torture sonore avec, par exemple, des avions de chasse, qui sont des techniques assez connues, assez médiatisées, mais aussi, en fait, simplement avec des bombes assourdissantes en manifestation ou des choses comme ça, ou alors, en fait, l'histoire en fait, des armes sonores avec justement la Ghost Army, qui va justement, en fait, partir, si mes souvenirs sont bons, en fait, de la Fata Sound, c'est les studios Walt Disney qui ont fait ça et donc c'était donc la Ghost Army, donc c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était pour faire semblant qu'il y a une énorme armée qui arrive, donc c'était du son spatialisé qui imitait une énorme armée et donc on faisait déplacer comme ça cette sorte de tank en gonflé d'air comme ça et donc c'était enfin voilà, c'est une sorte de pièce de théâtre sonore mouvante qui est donc une sorte de leurre. Et donc ça m'intéresse parce que je partage ces informations-là avec mes étudiantesses. Mais dans mon propre travail, je crois qu'en fait, pas trop. Moi, ce sera plutôt les drogues sonores qui m'intéresseront plus. C'est quoi une drogue sonore? Et pour le coup, il y a des fréquences qui peuvent en fait déclencher des récepteurs dans le cerveau, dont certaines sont proches de ce que peut provoquer une drogue, pour le coup. Il y a voilà. Donc ça m'intéresse plus pardon. déjà. On peut trouver ça où? Pardon. Je vais prendre le micro. Merci beaucoup. La porno-plante, est-ce que vous pourriez en parler là aussi? Oui. C'est une pièce sonore de 15 minutes que j'ai fait à la Bergerie nationale de Rambouillet. Et c'est le premier lieu en France à avoir mis au point la reproduction pour les animaux. Et donc, j'ai écrit la pornoplante comme une sorte de réaction peut-être à ça. Et donc c'est l'histoire de quelqu'un qui commence en fait une forme de marche, je dirais, et cette personne-là va assister à la poussée de son sexe bien après l'adolescence et avec le soleil, pour le coup. Et donc c'est un texte en 3 chapitres. Donc dans le chapitre 1, on assiste à cette montée de sève et donc à cette découverte de son propre sexe et de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et dans le chapitre 2, il y a la chute de ce texte-là, puisqu'il se comporte comme une plante. Et dans le chapitre 3, il y a la repousse.
Et enfin voilà, cette deuxième possibilité, quoi, qui n'est quand même pas donnée à toutes les espèces. Donc c'est bien. Où est-ce qu'on peut l'écouter ? Alors le chapitre 1 est disponible sur SoundCloud et après c'est en privé. Enfin c'est pas ça. J'aurais pas dû dire ça. Non c'est... Il faut t'envoyer un message. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, si ce n'est pas le cas... Oui ? Non ? Non. Alors, si ce n'est pas le cas, je vous remercie de votre présence. Je te remercie chaleureusement, Anne, d'avoir participé ce soir avec moi à cet entretien. Et puis, on se retrouve immédiatement, pour ceux et celles qui le souhaitent, pour un verre dans le café. Voilà. Merci beaucoup Gilles et merci à la Fondation Ricard.